de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Je connais très peu d'entreprises qui nomment les managers pour leurs fameuses soft skills. Pour arrêter le reporting, il y a un truc qui s'appelle la confiance. 85% des jobs de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Est-ce que c'est un véhicule pour contribuer et apporter quelque chose à la société? La curiosité, moi je le considère presque, c'est une nécessité et un luxe. Le leurre de penser que parce que tu grossis, tu pourras faire plus efficacement et autres, tout est à peu près faux. Ces phrases que vous venez d'entendre, elles n'ont pas encore été prononcées par notre invité. On compte donc sur lui pour nous régaler de punchlines et de réflexions sur le monde des RH, mais pas que. Il crée son entreprise en 2007. Il en fait l'une des plus belles entreprises de la tech française. J'ai le plaisir d'annoncer que nous sommes pour le 40 nuances de Next d'Alexandre Pachulski. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et on retrouve, comme chaque semaine, Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas, bonjour Alexandre. Écoute Thomas, tu es le fondateur de Feuille Blanche, également du collectif Les OVNIs, journaliste et entrepreneur à la fois. Ravi de faire ce nouvel épisode avec Alexandre, qui pour le coup, même si on ne révélera pas ton âge, est un entrepreneur de plus de 45 ans, ce qui est mon cas, donc c'est pas un défaut. Alors que la dernière fois, on avait reçu Ismaël de Wind, qui était un entrepreneur de moins de 35 ans, ce qui est très illustratif du Next 40. C'est champion de la tech française. Alors moi je rappelle Olivier que tu es multi-entrepreneur, investisseur également, aujourd'hui président de The Camp et vice-président de France Digital, qui est d'ailleurs l'un de nos partenaires, ainsi que la French Tech, la Tribune et Madines et notre partenaire technique Saoti. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à y aller? Allez go. C'est parti. Pitch over pitch. Pitch over pitch. Alexandre, comment pitch Talentsoft aujourd'hui? On pitch Talentsoft de deux façons. On dit d'abord que c'est une suite intégrée de gestion des talents qui permet de supporter tous les process du recrutement à l'évaluation, en passant par la rémunération ou le corps RH. Et puis on pitch beaucoup en ce moment la mission de Talentsoft, qui est le plus important pour nous, qui est vraiment de modifier l'expérience de travail de toutes les personnes au travail, simplement en faisant matcher un peu leurs ambitions, leurs aspirations avec toutes les opportunités qui pourraient survenir. Et finalement, ce pitch autour de la mission nous tient plus à cœur aujourd'hui. C'est une mission ambitieuse et il faut de l'ambition pour arriver là où t'es? Oui, alors d'ailleurs, je précise que j'ai cofondé Talentsoft avec deux autres personnes, Joël Bentelia et Jean-Stéphane Narcisse, et oui, l'ambition au démarrage, d'ailleurs, c'est intéressant, c'était pas la même pour nous trois. Jean-Stéphane, le CEO, avait plus l'ambition de créer une marque, de percer le plafond de verre, puisque je rappelle quand même qu'en 2007, on était dans un contexte entrepreneurial un petit peu différent dans le software en France. Et moi, en fait, mon ambition, c'est une ambition, je vais pas dire de naissance, mais qui prend plutôt sa source dans une histoire familiale. Et c'était plutôt l'ambition de ne pas vivre le travail comme une forme d'esclavagisme, d'asservissement, mais plutôt d'arriver à m'en servir comme d'un levier où je pourrais m'épanouir et pourquoi pas aider les autres à le faire. Et là, j'étais un peu plus loin finalement que mon ambition première, puisque elle s'arrête plus à moi finalement. Ce qui me passionne dans la conversation qu'on va avoir aujourd'hui avec Alexandre, c'est qu'évidemment, c'est un grand spécialiste avec Talentsoft des RH, on l'aura bien compris. Et les RH sont au cœur de la crise qu'on vient de vivre. Elle avait finalement commencé, à mon avis, avant le confinement. Donc c'est toujours intéressant de t'entendre pitcher aujourd'hui, puisque Talentsoft avait été créé en 2007. Aujourd'hui, je crois que vous avez autour de 700, voire un peu plus salariés. Donc c'est évidemment une énorme start-up qui n'est plus une start-up. On parle dans ce cas-là de scale-up, ce qui te rend éligible à cet indice qu'on appelle le Next 40. Et ce qui est passionnant aussi pour moi, c'est du coup de savoir, peut-être un tout petit peu pour préciser le pitch, qu'est-ce qui a changé en ce que tu disais en 2007 et ce que tu viens de dire maintenant. Quand tu présentais en 2007, c'était pas pareil. Ouais.
Ah, c'est sympa ça comme question. D'ailleurs, juste je précise parce qu'il y a une petite information au démarrage. Un entrepreneur de plus de 45 ans, bon, je précise que j'ai juste 46, hein, j'ai pas 67 non plus. Hein. Donc, je suis bien techniquement d'entrepreneur de plus de 45 ans. Et ce qui a changé finalement, tu es un c'est senior aux yeux de Pôle Emploi. Voilà, j'ai bien compris. Mais je viens de devenir un senior, c'est important. C'est ma coquetterie de le préciser. Non, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que, en fait, quand commercialement, quand on crée TS, comme on essaye d'exister en disant on est le premier acteur pur SaaS de la HR. Donc nous on s'inspirait en gros de Salesforce essentiellement, qui était quand même un peu le fer de lance du modèle cloud. Donc d'abord c'était une nouveauté, évidemment maintenant on précise même plus qu'on est en SaaS parce qu'on aurait l'air totalement ringard de devoir préciser ça. Mais ce qui a le plus changé, c'est qu'il y avait une fragmentation de la RH. On a créé un outil. Moi j'avais fait une boîte de conseil RH pendant 7 ans avant. Et finalement, je n'ai fait que, puisque je suis le patron produit, concevoir l'outil dont j'aurais eu besoin quand j'étais du côté des RH. Parce qu'il y avait des outils qui faisaient que du performance management, gestion des objectifs ou ce genre de choses. Que des outils qui faisaient du recrutement, des outils qui faisaient que de la formation. Et c'était intéressant de voir comme les RH finalement travaillent très peu ensemble et ça choquait personne que finalement le responsable de formation parle assez peu avec le responsable de recrutement ou celui qui s'occupe de la gestion des évaluations. Donc on pitchait ça en fait, que déjà on va essayer d'aider les gens à travailler ensemble et qu'on allait essayer d'aider les RH à finalement se professionnaliser, se numériser pour avoir le droit d'être à la table d'un CODIR ou d'un COMEX. Et tout ça c'est quand même vraiment derrière nous. Hein. Tout ce que je viens de dire est quand même derrière nous. Alexandre, tu l'as dit, hein, tu étais en conseil avant, aujourd'hui tu as un outil, tu as un soft. Y a plein d'entrepreneurs qui se demandent comment ils peuvent faire grandir des boîtes pour aller peut-être demain au Next 40 et au-delà. Ton retour d'expérience là-dessus, parce qu'il y a quelques belles boîtes de conseil qui existent, mais c'est plus simple de faire grandir un outil? Ah oui, alors franchement, oui, c'est sûr que. Alors, je pourrais dire, puisque j'ai quand même fait des études scientifiques, que ça n'est lié qu'à mon expérience et que je ne peux pas prouver scientifiquement que non. Là vraiment, je suis quasiment convaincu que c'est plus simple pour une raison toute bête, c'est que déjà quand on est en SaaS dans un modèle récurrent, on démarre l'année avec l'argent que l'on a déjà engagé. Puisqu'en général, on a un engagement sur 3 ans, parfois même ça peut être 4 ou 5. Donc, on ne démarre pas l'année à zéro, comme dans le conseil. Dans le conseil, chaque année, on met son titre en jeu. Ça crée quand même au démarrage un stress qui est pas évident à gérer. Et puis alors surtout, là c'est pour parler de la sécurité mentale et financière, mais ça joue quand même quand on démarre. Et ensuite, ce qui change le plus, évidemment, c'est que l'on déploie le logiciel pour une personne ou 10 millions comme nous aujourd'hui, évidemment, alors c'est pas tout à fait le même parce qu'évidemment, il y a la taille des serveurs, du coup il faut des équipes pour gérer les serveurs, 1000 choses techniques contraires à la production, mais profondément, contrairement au conseil, je dirais le conseil c'est un gâteau où si on est 10, on est 5, en fonction de ça, la part de taille varie. Le software, c'est comme un gâteau qui peut grossir à l'infini et à la limite, plus on est nombreux à l'utiliser, plus il va y avoir de parts parce que le patrimoine de code, il est amélioré aussi par l'usage pendant tous les gens. Donc, oui, ça fera moins débat que la chloroquine, c'est certain. Oui, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de débat. Après, ça n'empêche pas de magnifiques réussites dans le conseil. Hein. Tout à fait. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qu'était Talentsoft, enfin on n'a peut-être pas tous très bien compris, mais on a encore le temps d'en parler, bien entendu. J'aimerais qu'on se contextualise et j'aime bien une petite question comme ça, sans détour et sans transition. Est-ce que tu pourrais nous dire en 2 chiffres, dis-moi, comment vas-tu Alexandre? C'est sympa ça. Je dirais plutôt allez, 8,5 sur 10. Ça, ce serait mon chiffre météo. Le chiffre météo est 8,5. Est-ce que c'est ton moral ou c'est le moral de ton entreprise? Ah je vais t'en donner 2 alors du coup. Le mien c'est 8,5. 8,5 parce que je suis évidemment pas insensible. Je suis pas, je disais en préambule tout à l'heure pour rigoler, j'ai 1000 défauts, mais je suis pas complètement insensible au monde qui m'entoure. Et évidemment, on va vivre une situation délicate du point de vue économique, social, après avoir vécu une situation délicate du point de vue sanitaire. Mais pourquoi je suis quand même à 8,5, c'est que moi, ça fait 20 ans que je bosse
Ça fait 20 ans que j'essaye de dire que il faut changer pas mal de trucs dans le monde du travail et que mine de rien, cette crise, qui a été très dure, hein, encore une fois, à bien des égards, c'est comme si j'avais pris la DeLorean et qu'on avait fait un bond dans le temps, dans le futur, et que beaucoup de choses aujourd'hui sont par défaut, sont à fortiori arrivées, parce qu'on a dû faire en sorte qu'elles arrivent maintenant au-delà de tout débat philosophique. Donc ça me donne beaucoup de courage. Je suis pas à 10 parce que, justement, si je regarde le chiffre de mon entreprise, elle serait peut-être un petit peu plus bas, pas parce que le moral est en berne, mais je mettrais peut-être un 7,5 pour le symbole sur 10, simplement parce que c'est pas facile, comme toutes les entreprises, on a été frappé par cette crise et donc évidemment, il y a du chiffre d'affaires en retard. Mais c'est pas ça le plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on a un monde à réinventer. On doit réinventer des codes. On doit réexpliquer aux gens pourquoi on va au bureau, quel est le sens du travail. Et donc, c'est pas facile. Et là, j'ai plus l'empathie des gens dans mon entreprise qui sont pour certains un peu paumés, qui peuvent toujours pas revenir au bureau parce qu'ils doivent garder leurs enfants alors qu'ils en ont envie et autres. Donc, je peux pas être dans un optimisme béat, mais je suis profondément optimiste parce que mine de rien, on a une vraie opportunité de changement comme rarement j'ai eu dans ma vie professionnelle. Tu nous proposes une belle transition pour la prochaine rubrique. C'est parti. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Cette rubrique, nous on l'appelle confiné mais pas confi. Et c'est forcément, toi tu es un bon client pour cette rubrique parce qu'au cœur des questions de marché du travail, au-delà de la crise économique qui est celle qui touche en gros tous les secteurs, il y a également le rôle d'observateur que toi tu as en particulier. Il y a ton entreprise mais il y a aussi tes clients. Et ça nous intéresse, excuse-moi d'ailleurs Thomas, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, mais en tout cas ça nous intéresse de voir comment tu as pris de plein fouet avec ces deux regards, à la fois ton Talentsoft, tu viens d'en parler un petit peu, mais aussi du coup tes clients, le chiffre d'affaires et comment est-ce qu'on réagit face à ça, alors qu'on n'est déjà plus une start-up, donc on perd peut-être un peu en agilité, même si tu es complètement digitalisé et un logiciel. Non, alors il faut pas se mentir, oui, on perd en agilité quand on scale, hein. De toute façon, c'est le lot de tout le monde. Et passer un certain chiffre, où moi j'ai un peu théorisé ça à 150 personnes, passer 150, tu te bats un petit peu pour garder l'agilité du début et tu dois te réinventer tout le temps. Alors, c'est la même chose pour la qualité? Ouais, la qualité, c'est compliqué aussi parce que, en fait, grosso modo, le leurre de penser que parce que tu grossis, tu pourras faire plus efficacement et autres, tout est à peu près faux. Je pense qu'il y a même un moment, nous, on est passé quasiment de 150 à 300 personnes dans l'espace de 12-18 mois, il y a quelques années. Bah, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup moins efficace pendant peut-être 6 mois qu'on l'était avant. Donc, comme je dis souvent, faut pas essayer de conserver les choses, de les améliorer. C'est qu'en fait, en permanence, tu es quasiment obligé d'oublier ce qui a fonctionné avant et de réinventer quelque chose. Donc, c'est sûr que déjà, faut de l'agilité, quoi. Excuse-moi, du coup, j'ai oublié ta question, du coup, on est parti sur autre chose. La question d'Olivier, c'était comment vous aviez géré finalement ce d'accord, confinement. okay. Bah, c'est aussi la réaction des clients, plus largement. Ouais. Alors, ça a été du jour au lendemain, il y a eu un stop. C'est-à-dire qu'on avait plein de projets en cours. Et puis, bah, il y a eu des coups de fil de, bien évidemment, nous, on parle à des DRH. Donc, les DRH, le 15 mars, c'est comment on fait, comment ça va marcher, comment ça marche que l'entreprise tourne avec plus personne qui vient au bureau, sachant que c'était du travail sauvage. C'est-à-dire, c'était pas voulu, c'était pas forcément dans les conditions maîtrisées, souhaitées. Donc, c'était une préoccupation de nos clients. Donc, à ce moment précis, paradoxalement, ils s'intéressent pas à Talentsoft. Pour beaucoup, ils nous voient encore aussi comme, c'est vous qui m'aidez à recruter, évaluer, former, mais là, c'est pas ma préoccupation. Et nous, on s'est justement rappelé au bon vouloir des clients. Donc, nous, on a eu une semaine, pas à la dérive, mais une semaine de vraiment, tu sais, comme tout le monde, où tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une pure semaine où on ne fait que parler de Talentsoft pour Talentsoft, comme toutes les autres entreprises. Et ce qui a été assez cool, et honnêtement, c'est pas venu de moi spécifiquement, c'est venu des équipes. C'est un super signal. En fait, tout le monde s'est dit, ok, qu'est-ce que je peux faire d'utile là tout de suite? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, nous, quand je dis nous, c'est le top management, les managers de proximité, on a essayé de décrypter ce qui se passait.
Et on s'est dit tout simplement, on va appeler les clients très candidement, très naïvement, et leur demander comment on peut les aider. Pas en présupposant que notre solution va être formidable, surtout pas en essayant de leur fourguer notre produit en disant « Ah super, on va leur vendre plein de formations parce que c'est le moment ». On s'est dit c'est une crise, les gens ont peur, c'est une crise sanitaire, c'est une crise à plein des égards. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et on s'est rendu compte que on avait 2-3 produits, 2-3 expertises qui pouvaient être utiles. Donc on a vite déployé des offres qu'on n'avait pas. Et là, pour le coup, on a été honnêtement plus agile qu'on ne l'était au moment du confinement. Il n'y a plus d'escalade. En fait, il n'y avait plus de cascading, il n'y avait plus de processus, il y avait juste quelques réunions. Alexandre, je vais t'interrompre parce que justement, on a le téléphone qui sonne. Vous avez un message. Donc on a une question qui nous vient de notre partenaire La Tribune à travers son directeur de la rédaction Philippe Mabille. Bonjour Alexandre, donc le télétravail aujourd'hui tend à devenir la norme au point qu'on se demande si les salariés vont vouloir revenir en arrière. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ça pourrait changer dans vos métiers, dans la façon dont va se passer la relation demain entre le recruteur et les recrutés, et entre les managers et les salariés, comment ça va changer les relations finalement de l'entreprise et des salariés, quels sont les outils de management à mettre en place que vous pourriez décrire rapidement. Merci. Effectivement, là, ça va me permettre de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, dans ce qu'on a fait, en fait, typiquement, le premier outil qu'on a mis en place, c'était pour les managers. Puisque tous les objectifs qui avaient été fixés en gros en début d'année, ils étaient obsolètes du jour au lendemain. Donc, en fait, on a expliqué aux managers 2 choses. Donc, quand je dis expliquer aux managers, c'est mis à disposition des RH un outil qui va servir aux managers. Qu'en fait, le manager, il devait se poser la question des problèmes qui se posaient aujourd'hui dans la crise pour ses clients et donc reconfigurer tous les objectifs et redéfinir les projets, ceux qu'il faut mener pendant la crise, ceux qu'il faut arrêter. Et donc, on a un outil de gestion dont on appelle les OKR, il s'appelle Continuous Conversation. C'est que tu fixes un objectif, tu le découpes en petits résultats. Et c'est très collectif. Donc ça a changé pour le manager parce que tout d'un coup, il peut plus manager à l'année, il manage vraiment au projet, court terme et collectif. Ça change la relation aussi avec les salariés parce que le truc le plus édifiant pendant la crise, c'est qu'il y a des managers qui sont pas très empathiques, faut pas se mentir. Et ils essayent simplement de faire croître la productivité au sein de leur équipe. Sauf que là, il y avait vraiment un caillou dans la godasse. Il y a des gens qui allaient pas bien. Il y a des gens qui pensaient à autre chose. Il y a des gens qui galéraient juste avec la gestion pro-perso, les enfants, faire l'école aux enfants. Et là, ils ont été obligés de développer de l'écoute, de l'empathie, prendre le temps que tout le monde ne prend pas forcément de comment ça va, un vrai ça va. Donc ça, on n'est pas formé à ça normalement en tant que manager. Écoute, d'ailleurs, c'est France, peut-être pas une question de formation, mais juste d'humanisme. Là, je vais être un peu dur, mais je connais très peu d'entreprises qui nomment les managers pour leurs fameuses soft skills, leurs qualités comportementales et relationnelles. 98% des managers sont nommés pour les promouvoir parce qu'ils sont bons voulant dire performants dans leur domaine. Et vu que chez nous, le seul mode de reconnaissance, c'est la promotion et monter dans l'ascension, monter dans l'organigramme hiérarchique, il devient manager. Ou alors pour garder des gens qui veulent être manager et on leur dit ok, je te passe manager. 98% des cas. Donc évidemment, non, l'empathie, c'est pas forcément au programme. Et pour répondre à la question qui a été posée à la tribune, ce qui change aussi côté recruteur, ce qui change côté formateur, c'est qu'à ce moment précis, il y a une confusion comme j'ai jamais vu non plus dans ma vie pro-perso. Pour beaucoup de gens, je parle pas des travailleurs du réel. Ceux, comme on a encore cité cette semaine, les caissiers, les éboueurs, les aides-soignants, eux, ils continuent de faire ce qu'ils faisaient. Mais tous les autres se sont dit, quel est le sens de ce que je fais? Parce que justement, ils se rendaient bien compte qu'ils pouvaient pas forcément aider et que ça posait beaucoup de questions. Là, du coup, le rôle d'un recruteur, le rôle d'un formateur, le rôle d'un manager, c'est d'aller plus loin dans la conversation et d'essayer de comprendre les aspirations vraiment des gens en se disant qu'on pourra plus être motivé juste pour l'argent et que même si des gens le croyaient encore, ça va de moins en moins bien marcher. Alors le téléphone n'arrête pas de sonner, Thomas, donc du coup pour Talentsoft. Donc on a une nouvelle intervention extérieure. Vous avez un message.
Et donc, ce sera la question de notre partenaire France Digital. Tu es l'association qui rassemble les startups et les entrepreneurs à travers son directeur général, Nicolas Brienne. Et les investisseurs. Bonjour Alexandre. Nous venons d'entrer dans une crise qui a déjà fait 250 000 demandeurs d'emploi. C'est un moment assez grave et c'est un moment où les ressources humaines vont être complètement remodelées. On a multiplié par 10 le nombre de télétravailleurs. Qu'est-ce que toi tu proposes pour accompagner les managers dans ce bond du télétravail? Donc on est toujours dans le thème du management justement et ça prolonge bien ton propos. Ouais, bah en fait, voilà, c'est la conclusion de l'autre question et le début d'une autre, c'est que les managers doivent définitivement abandonner tout ce qui est commande et contrôle, reporting, tout ce qui consistait finalement à dire à quelqu'un, t'es à Paris, tu vas aller à Marseille, et puis moi je vais t'accompagner tout du long, puis je vais m'assurer que t'as bien fait le plein, que t'as bien mangé, que t'as bien ceci, que t'as bien cela. Non, aujourd'hui le but du jeu, c'est simplement, tu te dis bien effectivement, rendez-vous à Marseille dans 2 mois, et puis les appels, les interactions, c'est pour dire comment je peux t'aider, de quoi t'as besoin. Donc c'est vraiment une mise au service de. Et pour être réactif, et donc ce qu'on propose nous justement, c'est de créer des collectifs, de créer des équipes qui sont mues par une envie commune de résoudre un problème, qu'on synthétise avec un objectif, et réunir des gens avec des talents différents, comme dans les films de super-héros. C'est ça qui nous éclate dans les films de super-héros. Il y a une maladie du reporting, j'ai l'impression que ça rassure, mais... Mais en fait, les gens n'ont appris que ça. Ils ont appris ça de leur propre manager. Ils savent pas faire autrement. En fait, pour arrêter le reporting, il y a un truc qui s'appelle la confiance. Mais on n'a pas, en tout cas sur le marché français, par défaut, confiance en les gens. Et le télétravail, c'était l'exemple absolu de ça. Le télétravail, c'était, bon, c'est la journée que je lui donne pour qu'il ait le temps d'aller chez le dentiste et faire les courses. Je sais bien qu'il va pas trop bosser, mais j'ai pas le choix, sinon les gens sont pas contents. Non, mais c'était des absurdités comme ça qu'on entendait. J'ai dû entendre 10 fois, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je serais curieux d'avoir ton regard sur cette phrase. Non, je suis pas d'accord. Le contrôle aujourd'hui pour moi, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que si je te donne, je poursuis, désolé pour ma métaphore à dessous, mais le contrôle, ce serait l'idée de dire, si on s'est donné rendez-vous à Marseille dans 3 mois, je t'attends à Marseille dans 3 mois. C'est pas du contrôle. C'est qu'on s'était donné rendez-vous là, donc je compte sur toi pour y être. Et à un moment donné, c'est intéressant que quelqu'un se dise, il y a quelqu'un à Marseille au bout de 3 mois ou il y a personne? Parce que sinon, tu peux pas piloter une entreprise, faut pas être naïf non plus. Il faut que des choses s'enchaînent. Mais c'est des checks. C'est plus proche d'un check-in, si tu veux, que d'un contrôle aujourd'hui, le sujet. Mais ça voudrait dire que tu aies nommé les bonnes personnes qui soient motivées pour faire ce qu'elles aient à faire et que tu penses qu'effectivement, elles le feront et qu'il n'y a pas de raison qu'elles essayent de faire autre chose à la place. Mais ça change toute la mentalité du travail. Par contre, aujourd'hui, si tu fais pas confiance aux gens, je vois pas comment un manager va travailler dans le contexte actuel. Merci beaucoup, en plus de l'explication d'avoir cité Marseille, puisque je rappelle à tous nos auditeurs que je suis moi-même à Marseille, donc il y a du monde à Marseille. Ben voilà. Et c'est ce qui permet le télépodcast, qui est une forme de télétravail, c'est l'enregistrement à distance. Et comme je le disais, que le téléphone n'arrête pas de sonner pour toi, Alexandre, tu as encore une nouvelle question qui va permettre de prolonger en fait ce sujet qui te passionne et qui nous intéresse énormément, ce qui est celui des talents. Vous avez un message. Alors, ça sera une question de notre partenaire média Madines à travers la journaliste Géraldine Russel. Bonjour Alexandre, voilà ma question. Est-ce que la crise économique qu'on vit actuellement peut se transformer en crise des talents? Et si c'est le cas, comment est-ce que les entreprises peuvent faire face et retenir leurs meilleurs éléments? La crise des talents, finalement, moi, je vais prendre le verre à moitié plein. Le moitié vide, c'est qu'il y a beaucoup de talents qui vont se retrouver sur le carreau parce qu'il y aura des entreprises en panne. À moitié plein, c'est que cette crise des talents, ça va être une crise de sens en fait. Mais la crise de sens, elle a déjà démarré. Mais elle a toujours été là. Moi, mon grand-père, il voulait donner du sens à ce qu'il faisait, mais il savait pas qu'on pouvait faire autrement que ce qu'il subissait. Aujourd'hui, on le sait. Et on le sait presque trop, et parfois ça rend des gens quasi capricieux. Mais malgré tout, je préfère que le curseur soit positionné dans ce sens-là. C'est-à-dire que il va y avoir une crise de sens, et il va y avoir, et c'est en train d'arriver là, des gens qui se disent, bon, je pose le crayon, j'arrête de faire ce que je fais, ça a plus de sens, et je vais faire autrement. L'idée, c'est que les talents se mettent quelque part pour une cause un peu plus noble que la cause strictement économique ou financière,
C'est un peu la nouvelle économie sociale et solidaire. Que les talents quittent des entreprises qui n'ont pour seul but que de faire de l'argent pour se mettre sur des projets qui aient plus de sens, bah, j'appelle ça une crise, mais effectivement une crise plutôt le vieux est mort, le nouveau est pas encore né. Voilà. Ce sont des gens qui vont être à la charnière de la création d'une société, à mon avis, qui doit être créée, puisqu'on sait bien que sinon on va probablement dans le mur à bien des égards. Donc, il y aura une crise des talents, je vais même la subir chez Talentsoft, mais ça me met dos au mur pour donner plus de sens à chacun et que ne restent dans Talentsoft que ceux qui sont vraiment mus par cette cause et pas d'autres. Donc moi, cette crise, ça veut dire que je ne vais pas dire que je l'attends, mais presque. La mission ne suffit pas. Mais c'est pas ça. La Qu'est-ce mission, qui donne le sens? Ah non, mais attends, la mission, elle peut suffire. Mais alors, je serais curieux de savoir qui, dans les entreprises en général, sait décrire la mission de l'entreprise pour laquelle il travaille. Pourquoi les startups plaisent tant? Parce que quand tu vas bosser dans une startup en général, la mission, elle est très claire. Le problème que tu essayes de régler, il est souvent très clair. Quand tu rentres dans des entreprises qui font 10 000, 20 000 ou même 1000 salariés, bien souvent, tu sais même plus pourquoi cette entreprise a été créée et quel problème initial tu essayes de résoudre. Donc, la mission, je pense qu'elle peut suffire. La question, c'est est-ce que les gens ont une mission? Et si tu as des gens comme Stéphane Richard qui redéfinissent la raison d'être d'Orange, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience que, en fait, on ne sait plus quelle est la mission initiale. Mais je pense qu'au contraire, tu sais, c'est la loi Pacte aussi qui est sortie avec la responsabilité sociale des entreprises. Ça me dit que ça. Les amis, c'est bien de gagner, et je le pense, c'est bien de gagner de l'argent. Je suis très content que Talentsoft gagne de l'argent. La question, c'est est-ce que c'est une fin en soi ou est-ce que c'est un véhicule pour contribuer et apporter quelque chose à la société? Si les entreprises ne deviennent pas ça, je pense qu'il y aura une crise des talents, mais il y aura une crise économique majeure parce que les gens vont plus pédaler pour rien, je pense. Ce que je trouve très juste, c'est que la crise de sens dont on parle aujourd'hui, elle existait déjà fortement auparavant. Et d'ailleurs, moi, le campus que je préside, pour faire ma mini parenthèse publicitaire, qui est The Camp à Aix-en-Provence, est complètement dédié à la création des futurs plus humains, plus désirables, etc. Et on ressent comme une opportunité, ça doit être vrai pour Talentsoft aussi, que la crise du confinement a augmenté finalement ou accéléré cette quête de raison d'être, ce qui est assez génial, puisque finalement, on savait qu'elle était là en germe et on avait besoin de déclencheurs. Le réchauffement climatique en est un autre. Évidemment, il y a eu la crise des gilets jaunes. Donc, les signes se multiplient. Mais avec toi, Alexandre, on est déjà dans le monde d'après. Donc, je te propose de nous parler de ce monde d'après, après ce petit jingle qu'on veut humoristique, mais qui nous plaît bien. I have a dream. Bon, en période de Black Lives Matter, ça a encore plus de sens. Mais dans les années 60, Martin Luther King, il était effectivement sur ces sujets sociétaux. Toi, tu es au cœur des questions sociétales. Ça dépasse finalement le monde de la start-up ou le monde purement économique de l'investissement. Ce qui est intéressant, c'est de t'entendre dans ce monde d'après. On a parlé là de la crise des talents. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est finalement le travail est en train de changer. C'est une des choses qui te passionne et sur lesquelles tu écris et tu prends la parole. Donc, du coup, les critères changent. Alors, d'une part, tu disais, il y a des entreprises qui, forcément, ont moins de chiffre d'affaires, vont moins recruter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question des talents et des formations qu'on avait aujourd'hui et qui vont être plus obsolètes ou qui vont faire que des personnes sont moins adaptées si les entreprises ne savent pas bien, justement, les orienter? Ça, c'est certain. Je précise quand même que dans cette histoire de monde d'après, encore une fois, je n'omets pas que ce que je dis concerne beaucoup les télétravailleurs, travailleurs du digital, donc tout un pan de l'industrie qui n'est pas majoritaire, encore une fois. Et quand je dis c'est une opportunité, je ferme pas les yeux sur les millions de personnes qui vont paumer leur emploi. Et là, ça revient à ta question. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une crise de la formation, pour le coup. J'outille la formation, donc je vois bien ce que les entreprises proposent. Et sincèrement, l'anglais, Excel, la prise de parole en public et le management, ça reste 90% des objets de formation. Or, on sait bien qu'avec la 4e révolution industrielle en cours, tous les métiers vont être transformés, beaucoup vont être remplacés et que tu vas avoir besoin de compétences à la fois techniques autour des nouvelles technologies qui ne sont que très 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 peu dispensées aujourd'hui. Ou alors, faut aller au wagon ou à The Camp, faut aller à des endroits très précis, mais c'est pas les entreprises forcément qui t'y poussent. Et de l'autre côté, il va falloir des soft skills, puisque grosso modo, on me dit que 85% des jobs de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que je me forme, mais je sais pas sur quoi.
Donc tu vas avoir besoin de t'adapter, tu vas avoir besoin de prendre des risques, tu vas avoir besoin d'avoir confiance en toi. Et surtout, tu vas avoir besoin d'apprendre à te connaître. Parce que quand on demande aux gens, mais en fait, c'est quoi ton rêve, c'est quoi tes ambitions, qu'est-ce que tu aimerais faire, c'est quoi ton potentiel, ils n'en savent rien. Et c'est pas l'école qui les a aidés, ni la fac, ni rien du tout. Donc, moi, je pense que les formations, c'est d'abord aider les gens à découvrir qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Parce que ça, au moins, c'est stable. Dans un monde où tout est incertain, leur envie, peut-être, c'est un véhicule, c'est un fil rouge. Et ensuite, c'est vraiment ouvrir le champ de la formation à ces nouvelles technologies, aux métiers de demain et à la gestion de l'incertitude. Et donc, tout ça doit être vu. Et dans ce contexte-là, tous les gens sur le carreau aujourd'hui et tous ceux qui malheureusement risquent de se retrouver sur le carreau demain avec les nouvelles technologies, tu leur donnes une vraie chance de s'insérer ou se réinsérer. Mais du coup, c'est un abord de la formation et des dispositifs d'apprentissage assez différent de ceux d'aujourd'hui quand même. Alexandre, je fais une petite parenthèse. J'avais pas prévu forcément de parler de ça avec toi, mais je serais curieux d'avoir ton avis. On parle de sens. On a démarré là avec une citation de Martin Luther King. Je disais, on est en période de Black Lives Matter où il y a des vrais sujets et des vraies préoccupations. On a vu des entreprises s'engager sur le sujet, des fois un peu maladroitement, au-delà de dire qu'on fait des choses ou qu'on soutient. Aujourd'hui, est-ce que le racisme est un sujet en entreprise? Est-ce que toi tu l'observes de là où vous êtes? Et puis la question d'après, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place, s'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans l'entreprise, au-delà du fait de le dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, écoute, moi je vais te répondre sincèrement, au-delà de ce que j'en pense en tant qu'individu, Talentsoft n'est pas aux premières loges de ça. On ne gère pas ces cas-là, on ne nous parle pas de ces cas-là. Donc après, je peux te dire, je pense qu'il existe ou pas, mais ce sera vraiment un avis purement citoyen, pas un envie d'entrepreneur pour le coup. Par contre, nous, on a un rôle à jouer. Alors ça, c'est certain. Et pour un rôle très simple, d'ailleurs, France Digital saura bien de quoi je parle avec Nicolas, c'est que quand on opère de l'intelligence artificielle, ce qui est notre cas, ça veut dire qu'on lui fournit des données pour éduquer les IA. Rien que prendre conscience du fait que les développements autour de l'IA sont quasiment biaisés, seront quasiment tous, parce que les patrimoines de données fournis sont des gens blancs, éduqués, qui ont 30 ans, ce qui a été là-dessus qu'Amazon s'est fait épingler, si tu veux, pour recruter. Quand tu t'appelles Talentsoft, que tu opères du recrutement et que tu utilises de l'IA, tu te dois de regarder le patrimoine de données que les gens utilisent. Tu te dois de prendre un patrimoine de données très large. Tu dois t'assurer qu'il n'y ait pas de biais autour. Rien, ne serait-ce que tu sais, pour moi, c'est bien de parler du racisme, évidemment, mais le racisme des écoles qui consiste à ne prendre que les top 5 d'ingénieurs ou de commerce et de virer tous les autres, c'est pas du racisme, c'est la discrimination. Sauf que c'est une discrimination qui est OK, puisque c'est comme ça qu'on recrute dans bien des entreprises. Il va falloir ouvrir, parce que pour régler les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, tu as besoin de tout le monde. Donc si Talentsoft peut bien jouer un rôle, c'est d'éduquer des IA à partir de patrimoine de données qui ne soient pas biaisés de cette façon-là, et c'est de recommander à nos clients de ne plus filtrer sur des critères aussi quelque part discriminants que ça, mais au contraire d'être capable de voir comment ils pourraient aligner, mettre en correspondance les problèmes qu'ils essayent de résoudre avec toutes les compétences qui se présentent à eux au moment du recrutement. Si Talentsoft joue son rôle là-dessus, je considérerais qu'on joue un rôle par rapport à la discrimination et peut-être même par rapport au racisme en s'assurant qu'il n'y a pas de critères qui soient vraiment nuls et non avenus, non éthiques, qui soient pris en compte dans nos algorithmes. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire. Alors justement, tu abordes un sujet moi qui me tient à cœur et qui m'intéresse beaucoup, et bon pour préparer l'émission, parce que comme tu vois on est très professionnel, je t'ai lu un peu évidemment, et on se croise parfois dans des événements, mais là je voyais qu'à un moment donné, juste avant le confinement, tu parlais un peu des grandes tendances des RH pour 2020. Alors il se trouve que peut-être ça a été justement changé par la crise, et de mémoire tu en citais 4, tu me diras si je ne me trompe pas, mais enfin tu parlais justement de l'intelligence artificielle qui est au cœur des compétences que vous développez avec votre logiciel. Tu parlais aussi de la collecte de données et des compétences des collaborateurs, et puis également tu parlais de la question, si je ne me trompe pas, de soft skills, et donc je me demandais en fait comment est-ce que tu fais pour coupler ces questions de collecte de données d'une part,
de soft skills. Donc, je rappelle, les soft skills, parfois on explique un peu le franglais. C'est donc tous les talents plutôt informels qui sont pas les compétences qu'on apprend forcément à l'école, comme maîtriser un tableur Excel, maîtriser du code informatique ou connaître bien la comptabilité. Et donc tous ces talents-là, comment est-ce que tu les couples avec l'intelligence artificielle et comment est-ce que tu en fais des données exploitables et qu'il n'y ait pas de biais dans ces algorithmes, ce que tu évoquais d'ailleurs notamment sur la question du racisme. C'est-à-dire que souvent on dit dans l'intelligence artificielle garbage in, garbage out. Bah oui. Ce qu'on dit souvent dans le logiciel. C'est-à-dire que si les données ne sont pas bonnes au début, l'algorithme ne pourra pas réinventer un monde plus positif. Bah écoute, on fait deux choses très très simples. Je reprends Amazon, pas pour les épingler, parce qu'à mon avis, il n'y a que des Amazon. C'est-à-dire, on a des biais dans nos données, on a des patterns de comportement, c'est-à-dire des schèmes répétitifs dont on n'a pas conscience. Donc la première chose que l'on fait, nous, c'est une forme d'éclairage de ça, en faisant tourner les algorithmes et en voyant que finalement, bah voilà ce qui ressort. Ce qui ressort, c'est toujours ces CV-là. Pourquoi? Bah en fait, on se rendra peut-être compte qu'en fait, c'est les CV qu'on a retenus. Et là, c'est pas un travail technique qui commence. C'est en fait, tu donnes aux clients l'opportunité de découvrir que bah, finalement, il y a des schémas répétitifs dont ils n'ont pas conscience dans leur façon de faire. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux aider des clients à dire bah, finalement, comment on pourrait utiliser un talent de soft pour recruter. Et donc, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est deux choses. Quand je parlais de collecte de données, c'est d'enrichir la discussion que les entreprises ont avec leurs candidats. Parce que sincèrement, les entretiens de recrutement qui consistent à lire un CV, vous avez fait quelle école, citez-moi un cas dont vous êtes fier. Mais les gens connaissent tout ça par cœur. Et c'est pas pareil pour les 3 qualités, les 3 défauts. Non, mais il faut arrêter. C'est quoi la bonne question à poser du coup? Quasiment la bonne question à poser, c'est déjà pourquoi vous êtes là. Et pourquoi vous êtes là? Il y a des gens qui te répondent très sincèrement parce que c'est pas loin de chez moi, parce que j'ai besoin de thunes. Bon bah très bien, ok, c'est un démarrage, c'est pas la plus motivante. Mais après la deuxième question, non mais pourquoi vous êtes? Comme dit André Comte-Sponville, on vient travailler pour de l'argent, mais le fait qu'on choisisse une entreprise A ou B, c'est parce qu'on pense qu'on y sera plus heureux dans l'une que dans l'autre. C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous serez heureux dans cette entreprise? Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous fait dire finalement que vous allez rendre heureux l'entreprise? Et c'est ça, c'est un couple, c'est une relation amoureuse qu'on bâtit dans l'entretien recrutement. Et il n'y a jamais de garantie. Mais il faut essayer de se dire, a priori, on part sur des bonnes bases, et puis après, on va essayer d'entretenir la relation pour que ça aboutisse. Talent soft, ça aide à se poser les bonnes questions, en fait. Ça me rappelle une anecdote d'un entrepreneur qui devait recruter un dev et il lui dit que c'est OK et le dev lui dit bah très bien, faut juste que je fasse mon test. Donc il dit c'est quoi le test que vous devez faire? Ben en fait j'ai une autre offre d'emploi, donc je vais prendre mon vélo, je vais aller de chez moi à chez vous, puis je vais faire la même chose de chez moi à chez l'autre entreprise. D'accord? Donc le soir le développeur l'appelle et lui dit bon en fait je vais pas venir chez vous, je vais choisir l'autre boîte. Il dit mais pourquoi? C'était plus près? Non, c'était pas plus près, mais il y avait une piste cyclable, c'était plus agréable. Comme quoi ça tient à pas grand-chose de recruter des talents. Pardon pour la parenthèse. Je vois en plus que le temps file et d'ailleurs on a une question surprise de quelqu'un que tu connais bien. Tu pourras nous dire qui il est. Il s'agit d'Anthony Poncier. On l'écoute. Vous avez un message. Salut Alex, bonjour tout le monde. Donc Alex qui est là pour Talentsoft, qui intervient dans les RH. Et aujourd'hui, il y a un grand truc à la mode, c'est la distanciation. C'est en train de devenir à la mode. Et la norme, mais en fait depuis quelques années, cette distanciation, voire même malheureusement cette solitude, est vraiment déjà présente dans l'entreprise et plutôt à deux niveaux. Ça peut sembler contradictoire, mais cette distanciation elle est déjà présente au sein de l'entreprise, dans ses murs, tout d'abord avec ses salariés. Est-ce que ça va pas se renforcer avec le télétravail qui va se généraliser de plus en plus? Twitter vient d'annoncer qu'il souhaite que ça devienne permanent. Il y a aussi la perte de sens, même si je sais que c'est moins vrai dans les startups que dans des grosses entreprises. Donc voilà, il y a déjà cette distance sur le sens, sur le côté géographique. Il y a aussi une distance qui se crée avec les actionnaires. Et là encore, par rapport à la situation, je pense que ça va accélérer. On peut voir que de plus en plus, il y a des plans 3G ou budget zéro qui sont mis en place dans des groupes comme Heinz. Et donc, il y a une différenciation de stratégie entre l'avenir de l'entreprise et l'idée de profit à court terme. Mais finalement, cette distanciation, elle dépasse les murs de l'entreprise. Ça concerne les parties prenantes externes. Il y a un recours de plus en plus massif à ce qu'on appelle la gig economy, tout ce qui va être freelance, indépendant, qui vont finalement
être mis avec les gens en CDI, donc question du team building, question du recrutement avec cette gestion des employés à deux vitesses, et puis bien sûr les clients, que ça soit B2B ou B2C, puisqu'on parle de Talentsoft, qui attendent une démarche RSE, comme chez Danone, et aussi la question du care, comment est-ce qu'on va traiter les clients au regard des récents événements, puisque le care, là aussi, comme cette idée de distanciation, vient à la mode. Du coup, vu que c'est le cœur du sujet de Talentsoft, quel futur pour les RH face à ces défis? Voilà, c'était un peu long, mais je suis sûr que tu as les réponses à ça. Merci Alex. Alors, est-ce que, avant de répondre, Alexandre, tu peux nous redire qui est Anthony? Effectivement, je confirme après chronométrage que c'est la question la plus longue de l'histoire de 40 nuances de Next. Anthony, c'est un penseur. Anthony est un très bon ami. En fait, on s'est rencontrés il y a 10 ans dans le cadre de ce qu'on appelait les apéros RH, une petite communauté. C'était le sac des poètes disparus du 2.0, on va dire. Et voilà, on est devenus amis depuis. Et c'est un des experts vraiment de tout ce qui a trait au digital en France, à mon avis, avec Bertrand Dupérin. Donc, la distanciation, bon, la question est longue, mais alors pour le coup, ma réponse va être assez courte parce que finalement, elle est de deux ordres pour moi. Oui, quand on se voit plus, la culture, elle a tendance à se déliter. Le 15 mars, la culture française, elle ressemblait beaucoup à la culture allemande ou à la culture suédoise, parce que de toute façon, quand tout le monde est cloîtré chez lui, bah finalement, tout se ressemble. Donc, la distanciation, elle est, pour moi, elle peut causer un délitement de la culture. Donc, ce qui va être important là dans les semaines, mois, années à venir peut-être, c'est de te concentrer sur la culture d'entreprise, sur ses rites, ses habitudes, ses coutumes, et ce qui fait que des gens se retrouvent et savent qu'ils appartiennent à une même tribu. Cette appartenance à une tribu, moi, je pense que finalement, la notion de distanciation, c'était la même aujourd'hui, demain, hier. C'est que finalement, quand on venait juste gagner sa vie dans une entreprise, qu'on n'était pas passionné par ce qu'on faisait, qu'un manager n'était pas capable de réunir une équipe, que l'entreprise n'était pas capable de donner du sens, il y avait déjà de la distance. Parce que finalement, on venait dans un même lieu, mais pas pour faire la même chose. À l'inverse, si on est tous en télétravail, mais tous mus par une cause qu'on a envie de défendre, d'aider à régler un problème qui touche des millions de personnes, croyez-moi, je pense que même en télétravail, la distance, elle ne sera pas perceptible. Il y a une autre distance qui est terrible, et là, pour le coup, le confinement, à mon avis, ça a bien aidé, c'est le fait de se foutre les uns les autres en entreprise, que l'émotionnel, l'affectif, qu'il n'y ait pas d'amour en entreprise, quoi. En gros, on se fout de savoir si les gens vont bien ou pas. Mais c'est une distance sociale terrible. Il n'y a pas entre collègues qui s'apprécient, il n'y a pas tellement ça dans le monde du travail. Et là, avec le confinement, on a été obligé de faire un peu plus attention à comment les gens allaient. Et ça, je pense que ça pourrait plutôt réduire la distance, qui est une sorte de distance affective. Donc je dirais, la distanciation au niveau culturel, elle peut être fatale, mais au niveau affectif, la vraie question de la distanciation, c'est que le monde du travail soit quand même aussi un monde où on puisse vraiment exprimer ses émotions, ses ressentis, et qu'on ne soit pas pointé du doigt juste parce qu'un jour on dit lors d'une météo, oh, vous savez quoi, moi ça va pas bien. Et ça, en entreprise, c'est pas autorisé. Donc, je pense que c'est très complexe cette notion de distanciation et qu'on peut faire des bonnes choses et puis il y a des risques évidemment à éviter, quoi. Il y a un vrai débat en ce moment avec même des grandes entreprises qui ont dit qu'elles arrêtaient le physique pour passer en tout télétravail. Tu penses que c'est éphémère et qu'on va vite revenir quand même à des relations humaines, sociales et physiques comme on avait l'habitude de les connaître? Écoute, d'abord, je vais m'exprimer, je suis désolé, je suis rien à côté de la réussite d'un Facebook, mais je pense que c'est une connerie. Ça n'empêche pas d'avoir un avis. Je te le dis, donc je pense que c'est une connerie. C'est une connerie pour une raison simple. C'est que, de nouveau, encore une fois, pour pas être dans le monde des bisounours, le travail, c'est pour gagner sa vie majoritairement, ok. Mais le travail, tout de suite après, l'objet du travail, c'est le lien social. T'as qu'à voir les gens qui partent à la retraite, avec de l'argent ou sans argent, il y a une perte de l'identité sociale. Le travail, c'est le relationnel, c'est l'existence sociale, c'est beaucoup de choses autour de ça. Donc, ne plus se voir, c'est perdre le lien, perdre le bonheur de croiser quelqu'un à un moment donné dans un couloir, de rencontrer des gens. Je te rappelle aussi que beaucoup de couples se forment quand même au travail. En télétravail, ça va pas être si simple. Oui, les relations longue distance, Par contre, la connerie, c'est aussi de réouvrir des bureaux et de dire, ouf, on peut revenir à comme avant. Non. Il faut se poser la question, à quoi sert un bureau? Un bureau, ça sert justement à créer du lien social. Mais alors ça veut dire que si c'est pour s'isoler chacun sur son deck avec un casque sur les oreilles et pas se parler de la journée, autant rester chez soi. Donc comment créer du lien social au bureau? Supposément c'est fait pour ça, dans la vraie vie,
c'est très mal foutu pour ça. Donc je pense qu'il y a tout un design de l'espace de travail à repenser pour favoriser le lien social. J'ai envie de réagir sur un truc comme l'anecdote du développeur cycliste de Thomas. Je pense à une petite blague en entreprise, mais qui rebondit bien sur ce que tu dis. C'est deux types qui se retrouvent à la machine à café et ils se voient de temps en temps. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, bah tiens, dis-moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis-moi en 2 mots comment tu vas. Le type lui dit, bah ça va. Non mais ça va, ok, dis-moi en 3 mots. Bah ça va pas. Et donc, du coup, on voit bien qu'effectivement, la relation physique ou la culture d'entreprise, à mon avis, elle doit pouvoir créer quelque chose dont Anthony parlait, qui est le care, c'est-à-dire le fait de se voir et de se préoccuper les uns des autres. Et en même temps, il y a une tendance aujourd'hui qui était développée aussi avec les freelances. Moi, j'ai eu du mal dans certaines entreprises que j'ai dirigées avec le fait d'intégrer les freelances. Est-ce qu'il faut les amener dans les réunions générales? Est-ce qu'ils ont accès à toute l'information? Est-ce qu'ils font partie de la culture d'entreprise? Et plus il y en a, est-ce que ça, un peu comme le télétravail, est-ce que ça contribue pas au délitement en fait de cette culture d'entreprise? Et certaines personnes pensent, et parfois je le trouve aussi, que la culture d'entreprise c'est aussi du bullshit parce que c'est un peu paternaliste et c'est des mauvaises cultures d'entreprise qui veulent être en quelque sorte un peu paternalistes ou comme on dirait dans le jargon, un peu top-down. Donc je pense que le problème est assez complexe et qu'on est loin d'avoir écrit toutes les réponses. Alors 2 choses sur les freelances, même chose, chacun a ses avis. Je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, mais moi mon avis c'est qu'il faut les inclure dans tout pour une raison simple, c'est que les freelances ils contribuent à un projet. Freelance c'est un statut, mais en fait ce qui va différencier 2 personnes dans un projet, c'est que un s'en fout et l'autre pas. Et en fait parfois les freelances ils peuvent être plus motivés que certains salariés qui sont là et pour le coup qui l'ont plus choisi, mais qui ont pris l'habitude d'être là. Donc ce qui va jouer, c'est vraiment de donner du sens à un projet et pas dans une optique théorique, mais dans une optique. Un freelance, il sera motivé parce que justement, il a envie de réussir quelque chose au même titre que n'importe quel salarié. Si encore une fois le management se fait autour du respect des personnalités, des besoins de chacun, mais tendu vers un objectif commun, moi je pense que le statut joue pas. En revanche, sur le côté paternaliste, c'est très simple. Soit la culture, tu dis, moi, ma boîte, elle est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Donc, du coup, vous faites comme j'ai dit, c'est même plus que paternaliste, c'est carrément autoritaire, quoi. De l'autre côté, c'est ce qu'on est en train de mener avec un soft qui s'appelle, une application qui s'appelle Toguna, qui est faite pour ça, qui était d'ailleurs utilisée chez Orange aussi, où tu recrées le sens et la culture par une concertation à grande échelle. Donc, nous, on a une concertation en cours auprès des 700 en ce moment même où je te parle, pour demander, mais finalement, c'est quoi un marqueur qui fait que c'est ça Talentsoft et tu sais que tu es chez Talentsoft et que t'es pas ailleurs. Une expérience qui est vraiment marquante. Un truc que tu voudrais plus voir justement parce que ça gâche ton expérience. Et quand tu demandes aux 600, 700 avec une application et que tu crées ta culture par une concertation, c'est plus du tout paternaliste, c'est juste les rites, codes et ces coutumes qu'on a envie d'avoir ensemble pour savoir qu'on est dans la même tribu. Et ça, je crois que ça doit inclure aussi quelque part les freelances, parce que je te parle pas de la personne qui vient faire une piche de jour, mais nous, on a des freelances qui bossent depuis 3 ans avec nous. Je peux pas les mettre hors de la culture, ils en font partie à part entière. Alors, on a beaucoup écouté Alexandre autour de Talentsoft. On aimerait aussi maintenant découvrir Alexandre, l'homme, l'être humain derrière l'entrepreneur. Et donc, je propose qu'on passe, si ça te convient, Thomas, à ce moment plus intime. Tout à fait, Olivier. Alors, mais du coup, on va faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que nous aussi, on a concerté autour de nous et on a pas mal de personnes qui disent les interviews sont super riches. Vous les faites parler de leur boîte, vous les faites parler perso et c'est au moins aussi intéressant. Par contre, du coup, quand tu arrives sur les plateformes Spotify, Deezer, etc., tu vois 1h15, 1h30. Ça peut paraître trop long et il y a peut-être des gens qui, du coup, se disent c'est pas pour moi. Donc, ce qu'on va faire avec toi, Alexandre, si tu veux bien, c'est qu'on va te garder avec nous. Mais par contre, pour les auditeurs, on va vous donner rendez-vous dans une prochaine partie pour découvrir la suite des aventures d'Alexandre Pachulski de Talentsoft. Donc, on conclut avec le jingle et on reprendra avec un nouveau jingle. Merci. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.